immédiatement, on va passer à notre première duo d'interview avec Antoine Guénaud et Harold Bernat. Allez, c'est parti. On les met bien sûr en ligne. Bonjour messieurs, comment allez-vous, Harold Bernat? Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Bon, ça va bien, Harold? Tout va, ça va. Ben, on suit. Hein, ça fait combien d'années en fait qu'on suit cette espèce de nanar politique absolue. On devient des experts en anarologie macroniste, quoi. Ouais, c'est absolument bon d'avoir parlé. Merci Harold d'être là ce matin, professeur agrégé. Ça, quoi. Ouais. Alors merci professeur agrégé de philosophie à Bordeaux, auteur notamment du Néant et le politique, critique de l'avènement Macron, était aussi chroniqueur chez nos confrères de QG. D'ailleurs, Aude Lancelin était là hier, notre ami Aude Lancelin. Et après, bien sûr, Antoine Guénaud que j'ai appelé, que j'ai tiré du lit. Non, bien sûr que non. Cher Antoine, comment ça va, Antoine? Bah bien, et toi? Je suis en pleine forme. J'espère que ça va. Ben oui, bien sûr. Alors toi, tu es juriste et chroniqueur pour Front Populaire, et on t'invite assez régulièrement parce que tu as une analyse très intéressante, notamment sur l'histoire de la Constitution. Une première réaction à ce qu'on vient d'entendre avec Ségolène Royal, Harold, ces gens, franchement, mais moi, je serais caché sous la couette au fin fond du Morvan sur une meule de foin. Non, elle vient sur CNews nous dire que elle est prête pour rentrer à Matignon, alors qu'ils ont été là. J'ai entendu ça. C'est très marrant que tu prennes ça parce que. Juste avant d'aller au lit, j'ai fait un petit message en mettant Ségolène Royal, c'est le 5 qui arrive en disant je suis solution de l'équation 2 moins x égale 0, quoi. C'est-à-dire, en gros, je suis solution. Alors, il faut comprendre une chose, hein, c'est que Ségolène Royal, c'est une énarque. Et quand elle dit, en fait, je suis le centre responsable, ces termes, c'est responsable et expérimenté. Ces gens, en fait, en sortant de l'ENA, ont choisi soit la droite, soit la gauche. Et aujourd'hui, c'est ça le problème, en fait. C'est qu'elle se met au centre de ce qu'ils appellent aujourd'hui le bloc de la raison. C'est Malhuret qui utilise ce terme, un bloc de la raison. C'est une Gramsci délirante, mais bon, peu importe. Donc, c'est le bloc de la raison, c'est le bloc central. Ce sont tous ces énarques, en fait, et beaucoup viennent de la gauche quand même. Hein. Quand on dit plus jamais PS, c'est quand même ça l'idée. Hein. Donc, beaucoup viennent de la gauche et ils se mettent au centre de l'expertologie et ils se disent, de toute façon, quoi qu'il se passe, je serai toujours là. Je serai toujours là parce que je suis légitime. J'ai été adoubé, je suis énarque, je suis haut fonctionnaire, j'ai marge avec les cas euros qui vont avec, j'ai la certitude de la raison autocentrée. Elle est là, elle est déconnectée, oui, pour le peuple, parce qu'évidemment, on se dit, mais c'est quoi ce délire? Mais dans sa logique, elle est là où elle doit être, en fait. C'est intéressant, Antoine, là-dessus, sur Ségolène Royal, parce que la séquence, Harold l'a dit, c'est une séquence qui peut paraître marrante, en fait, n'est pas marrante, en fait, cette séquence, mais elle dit tout de ces élites entre guillemets, qui finalement, je suis assez d'accord avec Harold, qui estiment que leur présence est justifiée parce qu'elles viennent du sérail. Hein. C'est ça un peu, cette histoire, Antoine. Ah oui, bien sûr. De toute façon, il y a déjà ce plan-là. Effectivement, ils font partie de l'élite, donc évidemment. Moi, c'est une séquence que je trouve absolument pas étonnante parce que, disons que la censure de Barnier, pour moi, elle était évidente. J'en ai fait un article après la dissolution qui s'appelle Il faut que tout change pour que rien ne change, pardon. C'est le cas. Et elle était évidente, parce que de toute façon, on sait très bien que finalement, évidemment qu'elle se propose, puisqu'elle sait très bien que finalement, je vais aller à contre-courant, mais que Macron a une majorité, en fait. Macron a une majorité de bloc central. Puisque s'il fait la dissolution, c'est finalement parce que Glucksmann fait 15% aux européennes, donc renaissance du PS. Et quand vous regardez le NFP aujourd'hui, c'est moitié, on va dire, moitié LFI, moitié PS. Je mets les écolos dedans, etc. Donc finalement, ce bloc central de LR aux écolos, il existe. Il fallait juste pousser à la trahison, mais c'est pas très difficile de pousser les écolos et le PS à la trahison. Hein. Ils ont ça dans le sang. Pour faire ils ont ça dans le sang. Mais pour faire ce grand gouvernement central qui va tenir, comme il l'a dit hier, qui va tenir 30 mois. La dissolution, une autre dissolution, il ne le fera pas. S'il y a ce gouvernement centriste, mais gouvernement central quand même, ce gouvernement centriste, il est attendu, qui va aller de Tondelier ou Jadot à Wauquiez, avec des accords de non-censure, ils peuvent appeler ça comme ils veulent, mais il est déjà présent. Voilà, ils ont tout en commun, ces gens-là. Dire que ce soit Wauquiez ou Tondelier, ils ont tout en commun. Ils vont nous faire la bise à van der Leyen, ils prennent leurs informations à Berlin et à Bruxelles. Ils ont tout en commun, donc de toute façon, c'est pour ça que je dis, il n'a pas une majorité légitime, attention. Hein. Je dis pas ça, c'est un peu légal et populaire, mais il a une majorité légale qui s'est fait grâce au vote Castor, au désistement, etc. Mais elle existe, cette majorité. Voilà, c'est pour ça qu'il ne démissionnera jamais. Il est dans son fauteuil, il est bien installé.
Harold, là-dessus d'ailleurs, info, hein, personne n'en a parlé, mais Ursula von der Leyen est aujourd'hui, elle est depuis hier sur l'Amérique du Sud, elle va signer le Mercosur, hein, au passage. Hein. Et d'ailleurs, Lula a envoyé à Macron qu'il pouvait bien dire ce qu'il voulait. De toute façon, ça allait être signé. Oui. Et là, bien sûr, il savait bien garder d'en parler hier du Mercosur, Manu. Harold, sur cette question, effectivement, est-ce qu'il y a une espèce de bloc central là qui partage les valeurs, enfin les valeurs, je ne sais pas, c'est pas des valeurs, mais l'européisme, le fédéralisme, et finalement qui est là pour des intérêts plus que personnels et de caste politique. C'est ça la question aujourd'hui, ou est-ce que ça peut ne pas tenir cette histoire? Parce que manifestement, c'est quand même compliqué. Là. Antoine a raison, c'est-à-dire que c'est la question de fond. En fait, c'est la question de fond. La vassalisation à l'UE, c'est la question de fond qui n'est pas sur la table, qui n'est pas posée. Évidemment, c'est le grand impensé du jeu. C'est un bloc bourgeois, européiste, technocrate, en fait. Il faudra appeler ça comme ça. Et du point de vue social, c'est un bloc bourgeois. Hein. Enfin, je ne vois pas très bien comment on peut le nommer autrement. Et quand Antoine dit de tonnelier à Wauquiez, c'est les mêmes intérêts de classe, c'est la même logique, c'est les mêmes c'est les mêmes réseaux. Après, le point, ce qui est très intéressant dans l'allocution de Macron, moi j'ai repéré deux choses. L'Europe est prête à de nouveaux conflits quand même. Hein. Oui. C'est-à-dire que avant de finir sur les Jeux Olympiques et puis Notre-Dame, la petite touche de jouissance narcissique personnelle, le point, c'est quand même la guerre et l'Europe. Hein. C'est ça qui le pointe. Hein. Et juste avant, il nous a traités d'irresponsables. Oui. Et le deuxième point, c'est quand il dit « Je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres ». Alors ça, véritablement, je ne veux pas faire de la psychologie de bas étage, mais c'est vraiment la manipulation du pervers dans toute sa splendeur, en fait. Dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'il est responsable de tout ce qui se passe. Il n'y a pas de budget voté aujourd'hui. Il est responsable totalement. Et en fait, ce que j'ai dit d'ailleurs hier soir sur QG, c'est que au fond, le pervers ne manque pas à ses devoirs. Et c'est pour ça qu'Antoine a raison sur le fait qu'il ne fait pas de faute, en fait. Et donc la destitution, non. Il ne manque pas à ses devoirs. En fait, il fait de ses jouissances nos devoirs. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Et moi, j'ai eu hier l'allocution d'un pervers qui est, je suis l'analyse, sûr de sa force politique, en fait. Il est sûr de sa force parce qu'il tient tout ce petit monde. D'une certaine façon, Macron, c'est un peu le pourvoyeur de storytelling des chaînes d'infos. Hein, on chronique, en fait, ces petites histoires. C'est un super client, Macron, en fait, pour tous ces gens. Il se pavane sur les plateaux télé en disant les petites stratégies. Il faut entendre Apolline de Malherbe discerner des petits cakes, là, des petits biscuits, en disant mais avec ou sans LFI, avec le RN, mais quand même le RN, etc. En fait, et ils vont nous amuser pendant des mois, en fait, des mois et voire des années, puisque il a annoncé la couleur. Donc, conclusion, le bloc en question, en fait, est un bloc médiatique. Enfin, il tient par la structure médiatique. C'est pour ça qu'on est là. Hein. De toute façon, il y a quand même rapport aux effets. Donc, il tient par cette structure-là, mais du point de vue social, quand Macron parle de front anti-républicain des extrêmes, il faut bien comprendre que c'est la majorité du peuple français, quand même. Hein. Anti-républicain des extrêmes, c'est la majorité réelle du peuple français. Qui ne veut pas Macron et qui pense qu'il est responsable à 60% à peu près de la situation. Donc là-dessus, on la tient, notre majorité. Mais c'est une majorité sociale qui, en effet, a peine à être représentée politiquement. Ça, on est d'accord. Oui, effectivement, on va en parler bien sûr ce matin. Merci, vous êtes déjà près de 6000 sur l'ensemble de nos réseaux. Beaucoup de monde ce matin, beaucoup de commentaires. Et merci, on est très heureux avec l'équipe de Toxin d'avoir de si belles audiences. Et merci à nos invités de venir toujours avec beaucoup de plaisir sur Toxin. On essaie de vous donner cette information. Partagez, likez, faites-moi péter les likes s'il vous plaît. Merci beaucoup sur Twitter, retweetez, c'est très important. Et on compte sur vous, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Antoine, je veux qu'on continue à avancer là-dessus. Vous êtes d'accord sur le constat. La question que j'ai envie de vous poser, messieurs, la crise économique, l'effondrement économique, il est terrible. Vous avez vu les taxis, les agriculteurs. Hier soir, il y avait les pompiers également à Paris et on avait reçu un des représentants, pompier, il y a quelques semaines de ça. Je veux dire, est-ce que même cette alliance de caste, concrètement, cette alliance de caste avec les députés qui sont quand même à plus de 7 000 € par mois brut, faut-il le préciser, manifestement, est-ce que vous ne pensez pas que cette crise économique, cet effondrement économique, cette paupérisation de masse fulgurante, avec un budget, on le verra bien, et peut-être des marchés qui, à un moment donné, vont nous rentrer dedans, est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas les emporter aussi? Est-ce que la tension populaire ne va pas être tellement forte qu'il va y avoir, que ça va être absolument incontrôlable, et je parle de façon incontrôlable, dans une partie de la population, Antoine, ou est-ce que ils vont arriver à tenir K1, comme ça pendant des mois? C'est compliqué à dire, franchement, c'est très compliqué à dire. Moi, j'ai envie d'être d'accord avec toi. Oui,
à force de tirer sur l'élastique, à un moment donné, il va péter. Hein, voilà. Est-ce qu'il faut le souhaiter? J'en sais rien, parce que ça va mettre Non, c'est une question vraiment ouverte par rapport à oui, ça. oui, bien sûr. Non, mais quelque part, il faut le souhaiter parce qu'il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. D'un autre côté, je ne peux pas le souhaiter parce que ça va mettre des millions de gens à la rue, etc. Ce qui est déjà le cas. Voilà. Ensuite, le problème est ce blocage qu'on a, ce blocage du système, ce blocage institutionnel qu'on a. Donc, pas le blocage institutionnel de la censure, etc. Voilà, voilà, mais qui est cette chose qui est les contre-pouvoirs marchent comme un clapet. Le contre-pouvoir marche contre le peuple, le contre-pouvoir contre la technocratie, vous inquiétez pas, qui marche très très bien. Il a marché très très bien. Donc, même une possibilité de référendum, si on regarde bien, le Conseil constitutionnel pourrait très bien revirer sa jurisprudence et annuler un référendum. Le fera-t-il ou pas, ça c'est une autre question, mais même si on arrive à, un truc quand même déjà exceptionnel, élire quelqu'un qui veut faire passer des lois par référendum, des lois référendaires, etc., le pouvoir, la technocratie, le Conseil constitutionnel pourrait annuler ça. Donc passer par une solution, institutionnelle, on le souhaite tous, quelque part, mais ces contre-pouvoirs-là, je parle du Conseil constitutionnel, il y a aussi le Conseil d'État, il y a aussi, tant qu'on est dans l'UE, la CJUE, la CEDH, etc. Tout ce système-là fait que c'est très compliqué de se dire que même si les Français votaient, votaient bien, ils votent ce qu'ils veulent, mais pour un souverainiste, par exemple, où les souverainistes s'allieraient, on voterait pour un souverainiste, le souverainiste au pouvoir serait confronté à des contre-pouvoirs exceptionnels. Et c'est là la dangerosité. Donc après, oui, effectivement, vont-ils aller jusqu'à faire claquer l'élastique? J'en sais rien, parce qu'ils ont eu des techniques de nudge, on va dire, qui sont quand même absolument hallucinants. C'est ce qu'on a vu hier, quand en 10 minutes, finalement, ils nous parlent de peur. Il y avait la peur du Covid, il y a la peur de la guerre, maintenant il y a la peur du chaos. Voilà, chaos qu'il a lui-même organisé, hein, parce que finalement, c'est comme la théorie de la négantropie, vous savez, l'homme est une négantropie qui a un ordre qui crée plus de chaos que le désordre. Là, c'est pareil. Lui, il y a un ordre, l'ordre du bloc central, qui crée plus de chaos, et c'est la stratégie du chaos. Ensuite, on pète les services publics, on dit « Ah, ils sont en dette, c'est dommage, on va devoir libéraliser. » Voilà. Donc, voilà. Et c'est le problème après institutionnel, c'est comment on fait, même si on passe par des voies légales, il faut passer par des voies légales, mais il y a ce blocage institutionnel, et là je parle, on va dire, en tant que juriste, je ne sais pas comment on peut dépasser ça. Alors, je donne la parole à Harold, bien sûr. Merci à tous. Je rappelle, ici avec moi ce matin pour commencer cette émission, il est 7h48. Antoine Guénaud, juriste et chroniqueur pour Front Populaire, et bien sûr Harold Bernat, que vous connaissez également, professeur agrégé de philosophie à Bordeaux, chroniqueur chez nos confrères de QG, et notamment, Aude Lancelin était là hier avec nous, et auteur notamment du Néant et le politique, critique de l'avènement Macron là-dessus. Harold, finalement, tu partages ce que dit Antoine. Et est-ce qu'il y a une issue démocratique populaire, ou est-ce que vraiment on est incarcéré là, on peut plus en sortir. Enfin, je veux pas le penser, bien entendu, ce matin. Je vais faire une référence cinématographique profane. Je crois que c'est un Jurassic Park, tu vois. Et à un moment donné, je crois que l'acteur dit, l'espèce de scientifique un peu farfelu, il dit la vie trouve toujours un chemin. La vie trouve toujours un chemin. Moi, je crois à ça. La vie politique trouve toujours un chemin, et souvent, et Antoine a raison, on ne peut pas l'anticiper. On en parlait encore hier soir. Personne ne peut décréter, il va y avoir un mouvement, il va y avoir ceci, ça c'est du Yaka Faucon. Non. Il y a une complexité de ces situations-là et une instabilité qui est, on ne sait pas si ça prend pas. Moi je vois en Gironde, il y a TBM, il y a les éboueurs à Libourne, il y a la Régie des eaux à Bordeaux qui débraye. Enfin, il y a des feux un peu partout. Hein. En Gironde, par exemple, il y avait 100 écoles qui étaient quand même fermées hier. Alors évidemment, ça passe sous les radars. Mais tout ça, évidemment, doit être fédéré. Et là, il y a un vrai problème de politisation. J'entendais hier, j'en ai parlé aussi hier, de la manif de fonction publique à 14h. Il y a eu une prise de parole de la CGT qui a expliqué en fait que la motion de censure, finalement, ça les concernait pas trop parce qu'ils étaient dans une autre logique, etc. Mais ça, je pense qu'il faut sortir, c'est un peu délirant quand même, il faut sortir de cette logique. C'est un événement, alors certes, c'est pris dans les rouages, Antoine a raison, dans les rouages institutionnels, c'est clair et c'est linéarisé, il n'y a aucun problème, mais il faut utiliser dans la stratégie politique ce genre de levier, parce que si en plus on se dénude de ça, qui est quand même une victoire de la majorité, c'est-à-dire que en fait, la motion de censure a entériné ce que veut
ce que veulent la majorité des Français. Oui, oui, c'est vrai ça. Et que des formations syndicales disent, au fond, c'est un peu un non-événement, enfin, nous, on est ailleurs, ça ne va pas du tout, ça. Ça ne va plus. On ne peut pas fédérer des gens au-delà, je dirais, de la base militante ultra déterminée dans leur secteur d'activité. On n'y arrivera jamais. Et pour compléter ce que dit Antoine, il ne faut quand même pas oublier que l'UE a été fabriquée, a été créée par des hauts fonctionnaires français. On a un problème aujourd'hui avec des énarques, en fait. Il faut comprendre ça, des hauts fonctionnaires qui émargent à 10, 15, 20 cas. Moi, j'arrive à me dire, en fait, il faut mettre une proposition sur la table, par voie référendaire, dire tous les gens qui travaillent dans la fonction publique, les administratifs, les énarques, c'est plafonné à 6 000. À 6 000. Les retraites, c'est pareil. Barnier, 28 000 euros brut de retraite. On est dans le délire, en fait. Tranquille. Et ces gens, ils nous attaquent sur les jours de carence. Ouais. Il faut plafonner. Et les milliards, tu vas les trouver. Hein. Tu vas les trouver. Tu t'engages dans la fonction publique, tu as la sécurité de l'emploi, tu as la qualité, tu es bien formé, tu es à 6 000, flat, terminé, en fait. Tu ne bouges plus de là. Voilà. Et vous avez vu avec Borne, quand on propose ce genre de choses. Ah oui, c'est clair. Mais là, ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. Les verts, les bleus, les roses et les gris, ils sont tous d'accord, en fait, pour dire hop, 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 hop. On a fait des grandes écoles. On est la bourgeoisie élitaire française. Vous déconnez ou quoi? On a fait Minpon, on a fait Subtélécom, on a fait HEC, on est énarque. On le mérite. C'est du L'Oréal, quoi. Parce que c'est ça, vous le valez bien, quoi. Enfin, c'est tout. Et c'est Ségolène Royal qui arrive comme une fleur, en fait, en disant mais attendez, vous avez vu mon parcours? Vous croyez quoi, que je suis légitime? Je suis légitime. En fait, il faut renverser le niveau de légitimation. Il faut dire la légitimité, c'est plus ces gens. Ces gens sont démonétisés. Ces gens sont des parasites, en fait, d'un système qui les engraisse. Ça, c'est fini, en fait. Et ça, c'est un vrai discours politique. Après, je suis sur le même constat. Moi, j'aimerais que les choses se fassent, mais à l'échelle individuelle, on peut pas. Voilà, on peut contribuer. C'est ce qu'on fait. On peut contribuer à nourrir le débat, à analyser tout ça. Mais je crois quand même qu'il faut vraiment qu'on se penche sur la haute fonction publique en France. Et dire ça, c'est pas du populisme, c'est pas de la démagogie. Oui. Ah, mais ce procès en permanence, effectivement, tu as raison de dire que chaque fois que tu poses un avis, un argumentaire à ce sujet-là, c'est toujours de l'antiparlementarisme, du populisme. C'est une réalité qui s'offre à nous, qui nous tombe sur le coin du nez. Et je vous précise que ce matin, nous sommes la première matinale YouTube de France. Nous venons de les dépenser, les concurrents de France 24. Vous êtes près de 7500 actuellement sur l'ensemble de nos réseaux. Donc, merci beaucoup de la confiance que vous nous accordez chaque matin sur Tocsin, chers amis. Merci beaucoup. Partagez, likez, envoyez-nous ce live et cette matinale très haut et surtout abonnez-vous pour qu'on arrive aux 300 000 abonnés d'ici la fin du mois. Merci, je suis très content d'être là. Il est 7h52. On va continuer encore 10 minutes avec Harold Bernat et Antoine Guénaud et ensuite à 8h, nous aurons le grand entretien de Nicolas Dupont-Aignan. Ensuite, Emmanuel Grieux, Valérie Lopi et ensuite Louis Fouché. Ne ratez pas Louis Fouché sur le rapport, vous savez, qui nous vient des États-Unis sur la crise sanitaire. Vous allez voir, c'est passionnant. Louis Fouché sera avec nous ce matin, un exclu à 9h. On continue là-dessus. Tu as raison. Elisabeth Borne, ce qu'elle a dit, c'est quand même formidable. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait passer des réformes très impopulaires, donc il me faut un service de sécurité. Moi, j'aime beaucoup, finalement, ce genre de discussion. C'est génial. Ces gens sont fous, vraiment, c'est formidable. Antoine, là-dessus, ce que dit Harold. Oui, mais moi, je suis complètement d'accord. Bien sûr, je suis complètement d'accord. On ne peut plus d'accord. La technocratie, c'est exactement ça. C'est la haute fonction publique. Est-ce qu'on peut l'appeler encore française? Voilà, la haute fonction publique européenne ou apatride, je ne sais pas. Mais voilà, il faut interdire ça. Effectivement, il faut plafonner, mais il y a tout un tas de choses encore à faire. Et là, on est encore dans un problème institutionnel et juridique, j'allais dire. C'est des gens qui n'ont plus peur. C'est des gens qui n'ont plus peur. Pourquoi? Parce que personne. Il y a des lois qui existent. Il n'y a même pas besoin de faire passer des lois. Les lois existent dans le code pénal. C'est l'article 411, si je ne m'abuse. Il y a des lois pour intelligence avec l'ennemi. Avec l'ennemi, pardon. Oui. Intelligence avec une puissance étrangère. Ça existe. Pourquoi les procureurs ne le font pas? Parce qu'il y a des dossiers qui peuvent être montés quand même. Je veux dire, le dossier Alstom, c'est exactement ça. Si je prends Alstom parce que c'est le plus connu, mais il y en a d'autres. Ça peut être Excelia, ça peut être etc. Ils ne sont jamais inquiétés. Jamais. Bien sûr, parce que les procureurs font partie de cette élite-là et personne ne remet en cause ce système, mais les lois existent. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont plus peur. Deuxièmement... Est-ce qu'il y a une forme d'impunité, Antoine, pour toi aussi là-dessus? Bien sûr, il y a une forme d'impunité. C'est évident. C'est évident. Et puis en plus, ils s'autoprotègent. La Cour de justice de la République, c'est quand même une vaste blague. Je veux dire, Balladur n'a rien eu pour l'affaire Karachi.
Il s'en est sorti avec je sais plus quoi, mais pardon, mais c'est ridicule par rapport à ce qui s'est passé. C'est un exemple pour Balladur, mais J'ai entendu donc dire oui, qu'il avait des pompes à 3 000 €, Balladur. de quoi? Des pompes à 3 000 €. Ah oui, bah Ouais. oui, bien sûr. Ouais, Ah ouais, oui. ouais. Non, mais il y a une forme d'impunité. Après, donc ça, il y a cette première chose-là. Deuxième chose, il faudrait interdire pour une interdiction, le pantouflage, quand même, parce que c'est quand même assez hallucinant. Et deuxièmement, il faudrait peut-être interdire à ces hauts fonctionnaires-là, pardon, d'avoir un petit certificat, Young Leader ici, Mmh. qui dit, «J'ai été formé par l'élite américaine». Ce serait quand même pas mal quand on fait partie de la haute fonction publique française, quand on est un commis de l'État, Mmh. d'aller à l'étranger, apprendre, enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Enfin, moi, là, logiquement, déjà, ma logique est perdue. Ouais. Ouais, La logique ouais, ouais. nationale est perdue. Mmh. Là-dessus, Harold, il nous reste encore 5 minutes ensemble. Merci beaucoup à tous. Là-dessus, il y a une forme d'impunité pour toi parce qu'on les voit se comporter. Franchement, à bien des égards, ça ressemble terriblement à l'Ancien Régime, cette histoire-là. Franchement, une espèce de Totalement. chute de l'Ancien Régime, non, Harold? Totalement. D'ailleurs, la chute, alors l'Ancien Régime, Ouais. le problème, c'est qu'on a perdu aussi des valeurs qui étaient liées à l'Ancien Régime. On a perdu beaucoup de choses. Ouais. Non, Ouais. la référence à Notre-Dame à la fin, ça m'a fait penser un peu à ça, quoi. C'est-à-dire, bah, Oui. les gueux, finalement, venez regarder, venez voir Notre-Dame. À la limite, vous resterez Je sur suis le de mon parvis, quand côté. même, faut pas déconner. Et puis les choses se font. Bien sûr qu'ils se couvrent entre eux. Ils ont construit un système, en fait. Ça fait des décennies, hein. C'est un système, Antoine le dirait mieux que moi, c'est un système juridique, c'est un système de droit, hein, c'est un système de droit. Donc quand on dit Macron manque à ses devoirs, ben non, en fait, il exploite au mieux, je dirais, le dispositif de domination bourgeois qui a été mis en place par des éléments de droit. Ça, c'est très clair. Après, par rapport au renversement du rapport de force, oui, moi je crois qu'il faut que la peur change de camp. Mais ça a été quand même les gilets jaunes. Hein, aller les chercher, ça veut dire quoi aller les chercher? Ça veut dire déjà libérer la parole, dire on n'a pas peur. Moi je suis fonctionnaire. Bon, je suis libre de ma parole de citoyen. Oui, j'ai des devoirs envers l'État, mais j'ai des droits en tant que citoyen. Et je m'exprime en tant que citoyen. Je rappelle quand même qu'un député doit servir l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation, les statuts de la fonction publique, puisqu'on défend la fonction publique. Pourquoi on a un statut particulier? Parce qu'on n'est pas soumis à la tutelle de tel ou tel gouvernement. On doit défendre l'intérêt supérieur de la nation. Et en fait, quand je manifestais en 2019 contre la réforme Blanquer qui a bousillé une partie du lycée, je défendais avec des collègues l'intérêt supérieur de la nation. Et ce n'est pas un problème de réac, de pas réac. C'est que l'intérêt général, l'intérêt de tous, en fait, non, il est bafoué quand on donne des diplômes qui sont en fait du fake, produits par des boîtes de com, où en fait des gens se gavent, du privé se gave en fait, en faisant des interventions de coaching dans l'éducation nationale. Il y a des transferts de fonds, mais délirants, quoi, d'argent public en fait. Mais ça, c'est grave, quoi, quand même. Combien il a touché Pierre Mathieu pour son rapport de merde sur l'éducation nationale? Et Cyril Delay qui fait de la formation grand oral. Hein, on peut parler de McKinsey aussi, mon cher Harold. Hein, rappelle-toi tu te souviens, 500 000 euros le rapport bidon, une vingtaine de slides. D'ailleurs, ils avaient mis, je crois, 498 000 euros parce qu'à 500 000, il faut que ce soit validé, etc. Non, mais ce sont des imposteurs, en fait. C'est une arnaque totale. Et voilà. Donc, il faut conscientiser les gens et tu y contribues, je pense. On essaie en tout cas une nouvelle fois et on continue avec vous. On est encore ensemble 3-4 minutes. Merci beaucoup. Je vois que Nicolas Dupont-Aignan est en train de se connecter en studio, mais on a encore 34 minutes avec vous, chers amis. Et ce matin, c'est vraiment très très bien puisqu'on est près de 8500 sur l'ensemble de nos réseaux. Merci à tous. Partagez, likez, commentez. Bien sûr, et faites des commentaires si vous regardez la matinale en replay. C'est très important pour nous. Antoine là-dessus, effectivement, enfin ce matin on a raison, mais on partage ce constat. Gauche, droite, est-ce que on est le maître mot, c'est l'intérêt de la nation, l'intérêt supérieur de la nation. Et qu'est-ce que nous voulons faire collectivement, en commun? Parce que c'est ça dont il est question avec un zozo comme Macron. Et on se dit que bon, ça devient de plus en plus compliqué. Mais manifestement, on s'approche aussi d'un précipice qui est là. Hein. Ah oui, bien sûr. Ah non, mais après, de toute façon, le problème de ce système-là, enfin le génie, pardon, de ce système-là, c'est aussi de changer le sens des mots. Voilà, nation, aujourd'hui, nation, pour moi, ça veut dire quelque chose, pour toi, pour Harold aussi, ça veut dire quelque chose. Maintenant, nation veut dire fascisme. Voilà, ils l'ont transformé comme ça, c'est ça qui est terrible. Voilà, aujourd'hui, on a des gens qui disent « Oh là là, faut surtout pas chanter la Marseillaise, mon Dieu, mais quel fascisme !» Voilà, c'est ça le problème. C'est pas partagé dans le peuple, attention, hein, le peuple, on le voit bien, que finalement, que ce soit les agriculteurs, les gilets jaunes, etc., il y a
y a ce fond de patriotisme et d'intérêt supérieur de la nation. C'est dans les élites, mais dans les élites, forcément, il faut qu'ils changent ce mot, puisqu'ils ne sont pas du tout patriotes, ils ne l'ont jamais été. C'est presque une question d'éducation, d'ailleurs. Donc oui, il faut que la parole se libère, ça c'est sûr. Ça c'est évident. Après, c'est encore une fois comment faire. Heureusement, il y a les médias alternatifs, heureusement, et on a de plus en plus d'abonnés, et c'est très très bien. Mais c'est vrai qu'il faut abandonner l'idée d'être invité dans les médias mainstream. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Aujourd'hui, quelqu'un dit je suis contre l'UE, ça y est, il n'est plus invité. Je parle de l'UE, c'est quand même le gros souci. Il n'est plus invité. Alors que la parole s'est libérée là-dessus. Moi, je vois avant 2018, parce que c'est quand même, je pense, 2018 la bascule sur l'UE, impossible de dire à quelqu'un que je souhaite la sortie de l'Union européenne. On me regardait avec des gobilles comme ça, en me disant qu'est-ce qu'il dit, lui. Depuis 2018, il y a quand même une libération de la parole. On voit quand même qu'il y a eu quelques sondages où on voit que les Français, en majorité, en tout cas, dans une grosse part de la population souhaite une sortie de l'Union européenne, ou en tout cas remet en cause l'Union européenne. Moi, je me souviens, en 2018, un truc qui me revient à l'esprit, Macron qui passe à la BBC. Le mec de la BBC il pose la question, nous on a fait le Brexit, et vous en France, est-ce que vous posez la question? Et qu'il a répondu très honnêtement, pour une fois. Enfin, pas pour une fois, parce qu'il est toujours honnête finalement, quand on regarde bien. Il est assez honnête dans sa démarche, et il répond, ah non, je ne vais pas leur poser la question, parce qu'on risque d'en sortir. Voilà le problème. Le problème est là. C'est comment faire parler dans un système institutionnel qui ne permet pas la parole. Parce que le référendum, oui, mais il faut le provoquer, le référendum. Il faut le provoquer. Il faut que le président de la République le propose. Si on a un président de la République qui ne veut pas le proposer, voilà. Et c'est pour ça qu'on voit tout le changement, au-delà du changement institutionnel, mais le changement des hommes. Un homme comme De Gaulle n'avait pas besoin qu'on écrive dans la loi, dans la Constitution, vous ferez un référendum tous les 5 ans. Oui, c'est d'ailleurs intéressant, Antoine, parce qu'on en avait parlé dans une émission précédente entre la légalité et la légitimité. Mais je vous invite, chers amis, à aller voir en replay cette interview d'Antoine Guénaud sur légitimité, légalité. C'est passionnant. Dernière question, monsieur, parce qu'on va passer à Nicolas Dupont-Aignan qui est en train de se connecter actuellement. Là-dessus, rapidement, en 1 minute chacun ou à 2 minutes chacun, voilà, même à 1 minute parce que Nicolas Dupont-Aignan est là. Est-ce que Emmanuel Macron pourrait-il pousser la démission? Alors, je sais que c'est une vaste question, mais elle doit être vraiment très rapide. Voilà, parce que j'ai mon invité qui est là. Voilà. Harold, pour finir. Très rapidement, on est dans une situation, en fait, comment dire, on est dans une impasse, en réalité, puisque ce que décrit Antoine, c'est qu'il y a une poussée populaire. On peut appeler souverainisme, on peut la décliner, disons, on peut la décliner, réfléchir à ça, mais elle est réelle, c'est un fait réel. Le vote, d'ailleurs, aux élections européennes, c'est clair et net, c'est ça, en fait. Et le problème, c'est que le divorce, il est de plus en plus grand. Et donc, les clowns s'agitent à la télévision, les clowns s'agitent pour essayer de vendre un système qu'ils ne veulent plus. Valérie Hayé, c'est qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Tout le monde s'en fout, en fait, de Valérie Hayé. C'est personne, en fait. Glu-Glu, c'est pareil, c'est des gens. En fait, c'est une irréalité. Donc, ce gouffre, en quelque sorte, entre les deux va se creuser. On le voit d'ailleurs avec le RN. Il y a deux tendances. Rapidement, mon cher Harold, puisqu'on arrive à la fin de l'interview, là. Non, on le voit. C'est-à-dire que même à l'intérieur des deux extrêmes, pour parler comme Macron, cette ligne souverainiste sociale, ces questions-là, en fait, de réappropriation de notre souveraineté populaire, travaillent en fait profondément les camps. Et le vote de la motion de censure par le RN, c'est ça. Parce qu'ils savent très bien que la base sociale, en fait, elle ne veut pas suivre des globalistes comme Macron et des faux de ce type-là. Voilà. Antoine, rapidement, là-dessus. Pour rebondir là-dessus, moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'opposition doit être extra-parlementaire. Pour une simple raison, c'est que de LFI au RN, ils sont tous européistes. Voilà. Le RN a été, à un moment donné, peut-être, et encore, est-ce que c'était juste une mesure programmatique pour ramener du monde? On ne sait pas. Donc le problème est là, c'est qu'à un moment donné, si élection il n'y aura pas de dissolution, j'y crois pas, mais donc on attend 2027, il faudrait, j'espère, que les gens votent pour vraiment un candidat, appelons-le souverainiste, populiste, comme vous voulez, mais qui veut proposer un référendum sur la sortie de l'Union européenne. C'est la seule solution pour commencer quelque chose. Après, évidemment, il faut proposer d'autres choses, on est d'accord. Il ne faut pas se fixer que la sortie de l'UE, ça ne va pas tout régler non plus. On est bien d'accord. Les institutions c'est la base. C'est la base. C'est la base. Et il faut voter pour quelqu'un qui propose ça. Là, qu'on vote LFI ou RN, je prends l'axe le plus large, aucun ne le propose. Aucun ne le propose. Donc, de toute façon, à un moment donné, moi, c'est ce que j'ai peur, c'est que les Français, que je comprends, qui ont voté RN parce que c'est... Voilà, je les comprends. Mais à un moment donné, ils vont se rendre compte de la trahison du RN qui ne proposera pas une sortie de l'Union européenne.
Ils vont s'en rendre compte. Hein. Ouais. Ouais, alors, on a encore une minute parce que dites-moi, on a pris encore une minute de plus là-dessus, techniquement. Mais oui, c'est le direct, chers amis. En même temps, on n'est pas sur BFM TV, sur LCI, sur CNews. Nous, on n'a pas une armée, on a déjà une équipe très intéressée. Mais voilà, on essaie de connecter à Nicolas Dupont-Aignan. Donc c'est pour ça que je vous dis tout. On va pas se faire. Finalement, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu le dis, et c'est un peu l'analyse qu'on peut faire, c'est qu'à un moment donné, les gens qui votent RN devraient se rendre compte, peut-être qu'à un moment donné, là-dessus, il y a peut-être quelque chose qui passera pas. En tout cas, messieurs, Nicolas Dupont-Aignan est avec nous ce matin. Merci Antoine Guénaud, juriste, auteur, chroniqueur pour Fonds Populaire, et Harold Bernat, professeur agrégé de philosophie à Bordeaux, chroniqueur chez nos amis de QG, et bien entendu, lisez son livre Le néant et la politique, critique de l'avènement Macron. Merci à tous, messieurs, on vous souhaite une excellente journée.